Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. En général, les gens pensent qu'il est absolument impossible de faire des prédictions exactes concernant l'avenir, surtout à très long terme. Eh bien, c'est faux. Par exemple, on peut prédire avec certitude que dans 1 milliard d'années, 2 plus 2 seront encore égales à 4 et que la quantité de nombres premiers sera encore infinie, étant donné que les lois de l'univers ne risquent pas de changer d'ici là. De la même façon, on peut prédire avec certitude que dans 100 000 ans, jour pour jour, le Soleil et la Lune se lèveront à l'est et se coucheront à l'ouest. Si c'est comme ça, c'est parce que d'énormes quantités de matière et d'énergie sont impliquées et qu'il n'y a rien dans le système solaire qui pourrait changer ça. Pour ce qui est des prochaines décennies maintenant, on sait de science certaine que nous vivons et que nous continuerons à vivre ce que les biologistes appellent la 6e extinction, c'est-à-dire une extinction massive d'espèces vivantes qui est limitée à la planète Terre et qui est provoquée de façon absolument certaine, non pas par les fourmis ou les moineaux, mais par les différentes sortes de pollution que produisent l'humanité et ses industries. Jusque vers 1750 environ, le monde agricole et les environnements naturels recyclaient tous leurs déchets ou presque, ce qui créait une planète stable, confortable et surtout durable. Et ça, c'était pour des millions d'espèces différentes. Au cours des siècles suivants, cependant, la révolution industrielle qui fonctionne en ligne droite est apparue et a commencé à croître en déversant dans l'environnement d'énormes quantités de déchets. Comme nos environnements naturels étaient alors robustes et qu'il y avait peu de pays vraiment industrialisés, la situation était encore tolérable. Mais ça allait cesser de l'être au cours des 2 guerres mondiales où la plupart des pays industriels se sont mis à travailler dans le seul but de se détruire les uns les autres, et ça, c'était sans se soucier des dommages causés à l'environnement. À cette orgie de destruction, aussi bien en Europe qu'en Asie, a succédé l'époque de surconsommation généralisée que les historiens appellent les 30 Glorieuses. C'est au cours de cette période de richesse et de facilité que les dirigeants du monde actuel ont été formés. C'est là qu'ils se sont mis à croire au Père Noël et qu'ils ont pris l'habitude, qui ne les a plus jamais quittés, de se payer tous les plaisirs et de satisfaire toutes leurs fantaisies et leurs caprices en exigeant des gouvernements qu'ils créent toujours plus de dettes. Comme les gouvernements étaient incapables de trouver assez d'argent pour satisfaire toutes ces demandes-là, ils ont alors laissé se détériorer les infrastructures les plus essentielles, ce qui fait que beaucoup d'industries sont petit à petit tombées en ruine. C'est ça qui a créé aux États-Unis ce qu'on appelle la ceinture de rouille, au sud des Grands Lacs. Pour le dire autrement, les leaders du monde occidental actuel n'ont pas hérité d'une civilisation en déclin, ils l'ont créée. Remarquons ici que quand ils sont jeunes, les êtres humains se contentent presque tous de ramasser des idées dans les rues de leur époque pour ensuite les défendre jusqu'à leur mort avec la certitude d'être nés par hasard dans la bonne idéologie, dans la bonne religion et dans la bonne secte. Et ils peuvent devenir très dangereux pour ceux qui osent remettre en question leur certitude. Galilée en a fait l'expérience au XVIIe siècle quand l'Inquisition catholique a menacé de le torturer et de le tuer s'il n'admettait pas publiquement et humblement que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre et non pas l'inverse. À ce premier grand défaut des êtres humains s'ajoute le fait qu'ils préfèrent toujours qu'on leur raconte des sornettes rassurantes plutôt que des vérités désagréables ou douloureuses. Enfin, il faut compter avec l'inertie de tous les gens qui sont trop paresseux pour s'informer et qui se foutent de tout tant que leurs intérêts ne sont pas menacés. Tout ça pour dire que les politiciens qui ont géré la crise des subprimes en 2008 étaient des baby-boomers qui ne croyaient pas que les environnements naturels faisaient partie de l'économie, et ça, c'est même s'il est évident que c'est la nature qui doit absorber toute la pollution produite dans des pays aussi éloignés que l'Azerbaïdjan, l'Inde, l'Espagne, le Canada ou l'Afrique noire.
Nos politiciens ne croient tout simplement pas que la planète est gravement malade et qu'elle est devenue incapable d'absorber toute notre pollution. C'est pour ça qu'ils ont été tellement surpris de constater, après 2008, que l'économie mondiale ne repartait pas alors qu'ils avaient ramené les taux d'intérêt à zéro et qu'ils avaient imprimé de l'argent à tour de bras, au point où ils ont fait monter la dette fédérale américaine jusqu'à des niveaux records. Et ça a été exactement la même chose avec le Dow Jones. Comme les politiciens de 2020 viennent exactement du même monde que ceux de 2008, ils n'ont pas vu, eux non plus, qu'ils avaient affaire à une crise systémique et que, par exemple, la baisse de la natalité partout dans le monde était un signal clair que partout, les gens avaient compris qu'on était devenus trop nombreux sur la planète et que la croissance devait s'arrêter. Quand le coronavirus est apparu, les politiciens ont réagi en obligeant la population à rester à la maison, ce qui a arrêté la production de biens et services et vidé les magasins d'alimentation, au moment même où les banques centrales imprimaient de nouveau des tonnes d'argent pour le distribuer à tous ceux qui en faisaient la demande. Le but de cette manœuvre-là était bien sûr de faire léviter l'économie à son niveau d'avant la crise du COVID-19, de façon à ce qu'elle puisse repartir comme si de rien n'était après la fin du confinement. Ce remède de cheval a été tellement brutal qu'en mai 2020, le déficit annuel du gouvernement fédéral canadien atteignait déjà les 200 milliards de dollars canadiens, alors que la dette fédérale américaine promettait de dépasser bientôt les 26 000 milliards de dollars américains en 2020. Et n'oubliez pas que rien n'avait alors été prévu pour aider les banques qui, comme en 2008, risquaient de faire faillite étant donné que les taux d'intérêt à 0% les empêchaient de faire des profits. Notons que même si nos gouvernements sont en déficit depuis très longtemps, ça ne les empêchera absolument pas de continuer à imprimer de l'argent étant donné qu'un pays ne peut pas faire faillite. On peut donc être certain qu'après la crise du coronavirus, nos politiciens vont se dépêcher d'aider massivement les secteurs de l'économie mondiale qui seront les plus mal en point. Je pense par exemple à des secteurs comme celui de l'automobile, de l'aviation ou du tourisme de masse avec toutes les multiples petites et moyennes entreprises qui en dépendent. Le chômage de masse que tout ça va produire devrait ressembler à celui des années 1930, ce qui va encore augmenter les dépenses des gouvernements. Du coup, beaucoup de citoyens vont être incapables de payer leurs hypothèques et vont être obligés de redonner leur maison aux banques, exactement comme ça s'est produit lors de la crise des subprimes de 2008. Comme en 2008, cela va provoquer une crise bancaire qui va obliger les gouvernements à autoriser la fermeture des banques de façon à ce qu'elles puissent se refaire une santé financière en volant tout simplement l'argent des déposants qui leur auront fait confiance. Remarquez que ce pillage de vos comptes de banque a déjà été autorisé par la loi, comme vous pouvez le constater avec la bibliographie que je vais mettre comme d'habitude à la fin de la vidéo. Cet appauvrissement artificiel qu'on va alors vous imposer s'est produit au cours des dernières années dans des pays comme l'Argentine ou Chypre. Ça aussi, c'est dans la bibliographie. Le pire effet de l'impression massive de monnaie dans des pays où la production de biens et services aura beaucoup diminué, ce sera bien sûr l'inflation. De façon paradoxale, cependant, cette crise monétaire pourrait très bien commencer par une baisse plus ou moins généralisée des prix, étant donné que, depuis 2007, la majeure partie de l'argent imprimé par les banques à partir de rien du tout a servi à créer d'immenses bulles spéculatives, aussi bien dans le domaine de l'immobilier qu'à la bourse. Or, l'éclatement de ces bulles financières et la baisse du prix des maisons et des actions que ça va provoquer vont déjà faire disparaître des milliers de milliards de dollars de l'économie. À ça va s'ajouter le fait que les entrepôts de beaucoup de compagnies seront alors remplis de produits
que leurs clients habituels ne pourront plus se payer, ce qui va forcer les chefs d'entreprise à baisser leurs prix pour obtenir l'argent dont ils auront besoin pour éviter la faillite. Évidemment, cette baisse de prix va être temporaire et va durer jusqu'au moment où les entrepôts auront été vidés. C'est alors seulement qu'apparaîtra l'inflation ou même l'hyperinflation qui auront été causées par l'impression de montagnes d'argent, exactement comme c'est si souvent arrivé dans le passé. En dépit de tout ça, on peut être sûr que les gouvernements vont continuer à imprimer de l'argent, ne serait-ce que pour payer les fonctionnaires, les policiers et les soldats qui leur permettront de rester au pouvoir. Comme on peut le constater dans le Venezuela actuel, ce processus-là s'arrêtera de lui-même quand l'argent aura perdu tellement de valeur que les gens ne se pencheront même plus pour le ramasser. Si l'hyperinflation aura l'avantage de nous débarrasser de nos dettes, du moins celles qui pourront être remboursées dans nos monnaies nationales, elle aura par contre le grand désavantage de réduire à presque rien la valeur de nos salaires et de nos pensions. Pour les gouvernements, ce sera encore pire, puisqu'en détruisant la valeur de leur monnaie, l'hyperinflation les aura rendus impuissants. Comme ils ne pourront plus trouver nulle part d'argent neuf, ils ne pourront même pas faire leur travail habituel. Par exemple, ils ne pourront plus réparer nos infrastructures en ruine, subventionner nos hôpitaux, nos écoles, nos universités ou nos résidences pour personnes âgées. Ils ne pourront plus aider les clochards et les plus démunis, ou financer la dépollution des environnements naturels les plus détériorés. Ce sera pareil pour la décontamination et la fermeture des centrales nucléaires les plus dangereuses, ou pour la transition vers des formes d'énergie renouvelable dont tout le monde parle. Quant à aider les pays pauvres où les famines sont en train de revenir, n'en sera plus question. Et ce sera la même chose pour le financement d'une recherche scientifique de plus en plus coûteuse, notamment quand il s'agira de découvrir des vaccins pour traiter les pandémies qui seront encore plus nombreuses à survenir dans l'avenir que dans le passé. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'humanité est aujourd'hui présente dans une foule d'environnements où elle est en contact direct avec des virus et des bactéries contre lesquels nos systèmes immunitaires n'ont jamais eu à lutter. Si les Africains mangent toutes sortes d'animaux qu'ils capturent dans la jungle, les pauvres de l'Asie, eux, en commençant par les Chinois, se nourrissent des animaux les plus inattendus et les plus exotiques. D'autre part, chaque année, des dizaines et des dizaines de millions d'hindous se baignent dans les eaux sacrées du Gange qui sont reconnues pour être parmi les plus polluées du monde. À ça s'ajoute le fait que dans plusieurs cultures, les gens se font percer la peau avec des aiguilles d'une propreté souvent douteuse. Enfin, il y a les milliards de miséreux qui s'entassent dans les villes et surtout dans les favelas du tiers-monde qui sont souvent dépourvus d'égouts, d'eau courante ou de services de ramassage des ordures. Et tous ces gens-là vivent à 2 pas d'aéroports qui permettent à n'importe qui de se rendre aux 4 coins du monde en seulement quelques heures. Pour terminer cette vidéo, je dirais que c'est pas vrai que les riches sont contents de la crise qui commence sous le prétexte qu'elle leur permettrait de s'enrichir encore plus aux dépens des autres classes sociales. Pour les riches, les crises représentent toujours une perte de contrôle extrêmement dangereuse pour leur liberté et leur vie, étant donné qu'en multipliant le nombre des pauvres en colère, les crises provoquent souvent des révolutions et des émeutes qui, dans le passé, ont parfois abouti à des massacres de riches, de nobles et même de rois.
Si nos dirigeants actuels ne semblent pas capables de comprendre tout ça, c'est essentiellement parce qu'ils continuent à croire qu'une croissance industrielle infinie est encore possible sur une planète où pourtant la construction de la moindre ligne électrique à haute tension soulève des oppositions de toutes sortes. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des conséquences politiques les plus probables de la crise qui s'en vient. Comme d'habitude, je vous remercie à l'avance de répandre le mieux possible cette vidéo sur le web, de lui donner un pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne et de me financer si vous le pouvez. À la prochaine!